Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur le plateau de NCI Sport. C'est un plaisir de vous retrouver comme tous les lundis soirs d'ailleurs. Alors 1 heure, c'est le temps que nous avons pour passer en revue l'essentiel de l'actualité sportive de la semaine. Les éléphantes qui ne participeront pas à la CAN 2024 et la qualification de la SEC. Eh bien, pour les phases de poule de la Ligue des champions africaine, voici 2 des sujets que nous allons aborder ce soir. Allez tout de suite, eh bien, le sommaire complet de ce numéro de NCI Sport. Ce soir, dans NCI Sport, la Ligue 1 débute le samedi 7 octobre prochain. Quelles sont les nouvelles orientations pour la saison 2023-2024 ? On en parle. Suivez la rencontre Afad-Soar dans les yeux de Jacques Anouma dans le Inside. Les éléphantes ne participeront pas à la CAN 2024 au Maroc. Retour sur l'élimination de Clémentine Touré et ses filles. Après les événements malheureux du stade Ebimpe, Madame Mariam Koné débarque de son poste de DG de l'ONS. Est-elle la seule responsable dans cette affaire ? Et voilà, comme tous les lundis, eh bien, vous avez vu un gros programme en perspective. Je vous le disais il y a quelques instants, 1 heure à passer ensemble eh bien, pour tout décortiquer avec les 2 consultants de la soirée. Bonsoir Patrick Guité. Bonsoir Tia. Comment allez-vous ? Très bien. Ouais, la forme ? Oui, j'apprécie bien le vert et le rouge. Ah bon ? Du Portugal. Ouais. Oh. Non, ça ne veut rien dire du tout. Voilà. Il vient du Maroc, ouais. Absolument. Ben voilà, comme on ira au Maroc dans quelques instants, et ben voilà, c'était l'habit pour la circonstance. Ben de l'autre côté, un tout nouveau qui rejoint l'équipe. Bonsoir Oussou Israël. Bonsoir Tia. Comment allez-vous ? Ça va très bien. Bon, ben bienvenue sur le plateau de NCI Sport. Vous allez nous éclairer avec vos lanternes très affûtées d'ailleurs. Allez, c'est parti. Premier sujet de la soirée, justement, on va prendre la direction du Maroc, puisque depuis le mercredi 27 septembre dernier, la Confédération africaine de football a attribué l'organisation de la CAN 2025 au Maroc. Au départ, 4 nations étaient en lice, le Maroc, la paire Nigeria-Bénin, la Zambie et l'Algérie. Eh bien, quels sont les atouts qui ont plaidé en faveur du royaume chérifien ? Nous sommes en direct avec Jamal Wallam, journaliste à 2MTV Maroc, qui a bien voulu répondre à toutes nos questions. Bonsoir Jamal, est-ce que vous m'entendez ? Bonsoir tout le monde et ravi d'être en direct avec vous. Eh bien, c'est un plaisir, Jamal. Alors, Jamal, CAN 2025 au Maroc, comment la communauté, comment les Marocains ont accueilli cette nouvelle ? Écoutez, on est très heureux, tout le Maroc est très heureux de pouvoir enfin organiser la CAN 2025 ici au Maroc. Ça faisait 37 ans que le Maroc n'avait pas accueilli la famille du football africain en son sein, donc on est vraiment très heureux. On est parti dans plusieurs villes pour aller voir un petit peu les citoyens, les personnes sur place, et ils sont tous très heureux. On a eu la chance en 2022 d'accueillir déjà l'Afrique pour la CAN féminine. En juillet prochain, de nouveau, l'Afrique féminine sera présente ici au Maroc. Et donc là, de pouvoir se dire qu'en 2025, ce seront les hommes, eh ben, ça nous fait vraiment très plaisir et on va tout faire pour que ce soit l'une des meilleures Coupes d'Afrique des Nations de l'histoire en termes d'organisation. Alors, quelle est la particularité justement du dossier marocain qui aurait pu faire la différence justement ? Déjà, maintenant, le Maroc a avec lui l'expérience de pouvoir faire venir le monde au Maroc. Le Maroc est un pays touristique. Le Maroc a organisé, comme je l'ai dit, plusieurs CAN féminines, mais aussi la CAN 2023. Des moins de 23 ans, le championnat du monde des clubs aussi en 2023. Donc, il y a l'expertise au niveau sportif et au niveau organisationnel du Maroc qui est un atout vraiment très important. Après, il y a aussi donc les routes, il y a les hôtels,
Et puis il y a aussi cet engouement, un engouement très important de tous les Marocains pour ce qui est du football. Et puis aussi il y a cette équipe nationale qui a réussi des records et qui a réussi à se qualifier pour la demi-finale de la Coupe du Monde pour la première fois. Donc il y a vraiment tout un ensemble de facteurs qui ont fait que notre candidature était la meilleure. Alors, on a appris la veille justement du jour de l'attribution le retrait de l'Algérie. Est-ce que vous comprenez ce retrait ? Écoutez, peut-être que l'Algérie est un peu mauvaise perdante, on ne sait pas. En tout cas, c'est vrai qu'on a appris ça juste à la veille. Et puis, il faut savoir que on est arrivé en tant que candidat unique finalement, puisque tous les autres ont emboîté le pas de l'Algérie et ils ont compris que finalement, c'était vraiment que notre candidature était la meilleure. Donc, à mon avis, c'est pour ça. Une fois qu'ils ont remarqué qu'ils n'avaient aucune chance contre nous, ils se sont retirés. Après, de toute façon, on est tous une famille, la famille du football africain, et donc on sera très heureux de tous les accueillir, même s'ils sont retirés juste avant la fin. Absolument. Alors, Djamal, je voudrais qu'on parle maintenant des infrastructures au Maroc. Comment elles sont gérées ? Dites-nous. Écoutez, les infrastructures sont gérées par une grande société, une société nationale qui a donc pas mal de travail pour rénover justement les stades. Il faut savoir que donc cette Coupe d'Afrique des Nations 2024 sera accueillie dans 6 villes. On les connaît déjà, c'est Tanger, c'est Casablanca, c'est Rabat, c'est Fès, c'est Agadir et c'est Marrakech. Et sur ces 6 villes, il y aura 6 stades modernes et tous ces stades sont en rénovation. Vraiment, vont subir un bon petit lifting pour permettre justement d'accueillir comme il se doit cette Coupe d'Afrique des Nations 2025 que l'on veut et que l'on espère être l'une des meilleures de l'histoire en termes d'organisation et en termes aussi de belle ambiance. Il faut savoir que ce sera la 2e fois de l'histoire que cette CAN se déroulera en été. Ce sera juste après la Coupe du Monde des clubs. Donc vraiment, tout sera réuni pour qu'il y ait une belle fête. Absolument, alors c'est ce qu'on espère. Alors, Djamal, bon, c'est vrai que vous avez organisé pas mal de compétitions. Là, vous organiserez la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Forcément, on pense à plus grand. Est-ce que vous pensez que le Maroc est capable d'accueillir, pourquoi pas, une Coupe du Monde ? Oui, bien sûr, on est candidat de toute façon à la CAN 2030, donc avec l'Espagne et le Portugal. Et je ne sais pas si vous avez suivi, mais avant-hier, le président de la FIFA a dit que notre dossier de candidature était très solide et qu'on avait de grandes chances de l'emporter. Donc bien sûr, on rêve plus grand, on rêve au mondial. Et c'est justement très bien de pouvoir d'abord accueillir l'Afrique, accueillir cette CAN 2025 en 2025, pour que ce soit un vrai galop d'essai pour accueillir le monde entier. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une ambition de notre part. Et il faut savoir que c'est la 6e candidature de la part du Maroc pour organiser la Coupe du Monde. Donc, on espère qu'en 2030, il y aura aussi une bonne nouvelle après celle de 2025. En tout cas, on fait tout pour que ce soit le cas. Très bien. Alors, avant la CAN 2025, il y a la CAN 2023 qui aura lieu en Côte d'Ivoire dans quelques mois. Un petit mot sur cette échéance qui arrive là. On y est presque d'ailleurs. On y est presque, tout à fait. Et écoutez, on est très content de venir en Côte d'Ivoire, à Abidjan, pour vous voir. Les Ivoiriens, c'est un peuple frère des Marocains. Et c'est vrai que Abidjan est une ville très accueillante. Et on sait que ce sera une superbe CAN qui va arriver parce que la Côte d'Ivoire est vraiment un pays accueillant, est un pays de football, avec une grande nation de football, avec une équipe nationale toujours au top. On sait qu'il va y avoir beaucoup de concurrence et que voilà, ça va se jouer à très peu de choses. Bien sûr, après la Coupe du Monde qu'on a faite, bien sûr, nous sommes favoris, on le sait.
on va essayer de mettre au plus haut ce statut et réussir à remporter cette Coupe d'Afrique des Nations qui nous échappe depuis 1976. En tout cas, c'est sûr et certain qu'on fera tout et qu'on espère être au niveau. On sait que voilà, votre credo, c'est Aquaba, nous c'est Marhaba. Et voilà, Aquaba, Marhaba, c'est presque pareil. Absolument. Eh bien, merci beaucoup, Jamal. Merci pour toutes ces informations. Et on vous attend très bientôt donc, du côté d'Abidjan. Voilà, et encore félicitations au Maroc. Merci beaucoup. Allez, excellente soirée. Bon, eh bien, très sympa, Jamal. Alors, messieurs, l'attribution justement de cette CAN 2025 au Maroc, est-ce que c'était une surprise pour vous? Allez, honneur à vous, Israël. Non, pas de surprise, parce que je pense que c'est mérité. Ils ont les infrastructures qu'il faut. Et comme il l'a dit lui-même, ils ont l'expérience de l'organisation. La preuve en est, ce n'est pas anodin qu'on ramène encore une deuxième CAN féminine au Maroc. Je pense que c'est au vu de leur capacité à organiser des CAN. Là, je pense que là, par exemple, c'est un bon test pour eux par rapport au fait qu'ils postulent pour la Coupe du Monde. Oui. Donc, organiser la CAN au niveau des hommes en 2025, ce sera vraiment très bien pour eux et ce serait l'occasion de montrer qu'ils sont capables aussi d'organiser une Coupe du Monde. Oui. On avait quelques doutes avant la veille donc du choix de la CAF, mais après l'Algérie s'est retirée. Donc pour moi, il n'y avait aucune surprise par rapport au Maroc, comme on l'a dit, qui a les infrastructures, qui a l'expertise, et voilà, qui a les hommes pour pouvoir organiser donc, ce tournoi-là. Un pays qui visait l'organisation de la Coupe du Monde 2026, bon, la CAN, bon, je veux dire que c'est plus grand-chose pour le Maroc qui rêve très, très, très grand. Ouais. Alors, un mot sur le calendrier, parce que Jamal nous l'a annoncé, donc juillet 2025. Vous ne pensez pas que ce sera un petit peu serré? Non, bon, serré par rapport aux joueurs, aux athlètes voilà, qui reviendront, enfin qui n'auront pas de vacances tout simplement. Oui. Et les joueurs se plaignent du grand nombre de matchs, de l'enchaînement des matchs. Mais déjà en 2019, on a assisté à une CAN en été, c'était en Égypte. C'est vrai qu'on a souffert, nous tous, que ce soit les joueurs, même les spectateurs de la forte chaleur. Oui. Après, ça sera à eux de se prononcer. Mais en tout cas, c'est une date qui en train d'être validé petit à petit par la CAF par rapport donc à la pression des grands clubs européens où évoluent la plupart des joueurs qui participent à cette compétition, donc la CAN. D'accord, très bien. Allez, la CAN 2025 au Maroc, eh bien, c'est également sur ce sujet qu'on a voulu avoir vos avis. Eh bien, voici quelques-unes de vos vidéos réceptionnées par Marco Seri dans Facecam. Le Maroc a organisé la CAN depuis 1988. Donc, je ne trouve pas de mal à cela. Voilà, c'est normal puisque le Maroc même devait organiser depuis 2015. Donc, je trouve ça salutaire. La performance du Maroc en Coupe du Monde a été extraordinaire. Et je pense aussi qu'il devrait même organiser la Coupe du Monde. Il faut dire que le choix du Maroc concernant l'organisation de la CAN 2025 est un choix judicieux dans la mesure où le Royaume dispose d'infrastructures de qualité, de pointe. Le Royaume a eu à organiser plusieurs compétitions de grande envergure. Donc, à mon avis, le problème ne devrait pas se poser. Il faut dire aussi que le Maroc n'est pas novice en termes d'organisation de la CAN. Parce que le Maroc a déjà une édition de la CAN en 1989 remportée par le Cameroun. Et sur ces dernières années, le Maroc a organisé plusieurs compétitions de football sur son territoire, que ce soit la CAN, le CHAN en 2019, la CAN U23 en 2023 et la CAN féminine en 2023 aussi. Tous ces tournois ont permis au Maroc d'avoir une certaine expertise en termes d'organisation de compétitions majeures sur le continent africain. Et on continue avec la CAN, mais cette fois-ci, la CAN 2023. Le 27 septembre dernier, les événements malheureux du stade Alassane Ouattara d'Ebimpe ont pris une autre tournure avec le limogeage de Mariam Koné de son poste de directrice générale de l'ONS. Eh bien, on va faire un petit retour sur ce départ avec Eustache Niaba et Moon. L'affaire de la pelouse du stade Ebimpe a fait une victime de taille. Mariam Koné Yoda,
la directrice générale de l'Office national des sports, a été débarquée jeudi. Alors qu'on croyait la page tournée, surtout après la sortie du porte-parole du gouvernement, après le Conseil des ministres du mercredi 13 septembre, le naufrage du Stade fait sa première victime. Parler de prendre sanction, je ne sais pas comment vous sanctionnez le ciel. Il a décidé de pleuvoir, une pluie exceptionnelle. Donc, je ne vois pas en quoi, pour un événement naturel, il y aurait des sanctions à prendre. Vous devez savoir. Ça, c'était le mercredi 13 septembre dernier, au lendemain du match Côte d'Ivoire-Mali, qui n'est pas allé à son terme, la faute à une pluie exceptionnelle. Un peu plus de 2 semaines après, la situation a changé. Une tête est tombée. Au titre du ministère des Sports, le Conseil a adopté un décret portant nomination de M. Ousmane Bané, inspecteur général de la jeunesse et des sports, en qualité de directeur général de l'Office national des sports ONS. Mariam Kone Yoda a donc été débarquée. Elle est remplacée par celui qui était jusque-là directeur de la vie fédérale et des sports de haut niveau à l'ONS. Il y a quelques jours, un courrier de la Confédération africaine de football révélait les dysfonctionnements qui ont provoqué l'inondation de la pelouse des BIMPé. C'est sur les observations et les recommandations de ce document que le gouvernement s'est appuyé pour agir. La directrice de l'ONS sera-t-elle la seule à payer pour le naufrage des BIMPé ? Les jours, les semaines ou les mois qui nous séparent du début de la CAN nous situeront. Alors, la directrice générale de l'ONS a été limogée, mais selon vous, était-elle la seule responsable dans cette affaire? Eh bien, Oussou Israël, j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Je pense que, dans un premier temps, j'ai bien envie de dire oui, parce qu'elle est quand même la directrice générale de l'Office national des sports, donc responsable des infrastructures. Donc, dans un premier temps, j'ai bien envie de dire oui, parce que c'est sa responsabilité première en tant que directrice générale. Ensuite, j'ai bien envie aussi de dire non, parce que derrière, je pense que c'est encore plus grand, parce qu'elle est sous tutelle du ministère des Sports, qui face à un tel événement qui est la CAN, et qui, je crois savoir qu'au-delà du COCAN, le ministère des Sports est partie intégrante de cette organisation de la CAN. Donc je crois que aussi, le ministère des Sports aussi a des responsabilités dans ce naufrage-là, j'ai envie de dire, dans ce problème du stade des BIMPé. Donc c'est clair que dans un premier temps, oui, elle, parce que on dit Office national des sports, donc chargée des infrastructures, c'est elle la directrice générale. Elle doit notamment assumer, c'est sa responsabilité. Mais après, derrière, je pense qu'il y avait aussi la possibilité aussi de lui permettre d'anticiper, de voir en fait les différents problèmes avant. D'accord. Patrick Guité, est-ce que vous êtes d'accord avec Israël? Oui, absolument. Elle est responsable parce qu'elle est directement liée donc, aux infrastructures, à la gestion des infrastructures sportives. Et moi, je pars du fait que après la catastrophe qu'il y a eu au stade des BIMPé, au lendemain donc, de cette catastrophe, il y a une conférence de presse qui a été animée tout simplement par le ministre des Sports, qui a pris sa part de responsabilité. Donc, ça veut dire que lui également, il est conscient, puisqu'il est venu, il a demandé pardon, présenter ses excuses donc, au public sportif ivoirien et au monde du sport qui a assisté à ce spectacle désolant. Donc, il a également sa part de responsabilité, puisque Madame Yoda, puisque l'ONS est sous sa responsabilité. Et puis, je vais au-delà de ça, parce qu'après Mme Yoda, il y a le DAF qui a été limogé. J'utilise des termes donc, de la page officielle Facebook de l'ONS, qui a été limogé et qui a fait place... Aujourd'hui? Oui, absolument, qui a fait place à Mme Dibi, donc qui paie également ce problème-là, qui paie cette affaire tout simplement. Et donc, on espère que les enquêtes iront beaucoup plus loin pour avoir donc, la ligne de responsabilité pour pouvoir faire nous permettre de voir clair un tout petit peu dans ce qui s'est passé et qui a amené ce naufrage, on va le dire ainsi. Oui, le naufrage, absolument, c'est le cas de le dire. Alors, justement, en ce qui concerne donc, le limogeage du DAF, est-ce que, pour vous, c'est la suite logique par rapport à tout ce qui s'est passé?
Ah oui, évidemment, parce que je pense que, après, dans toute administration, quand on parle du DG, évidemment, on parle du DAF aussi, parce que tout ce qui est responsabilité financière concerne le DAF. Et s'il y a eu des sorties d'argent, notamment, je pense qu'il y a déjà eu un problème avec ce même stade, où on a dû refaire encore un budget par rapport au terrain, notamment au gazon. Donc je pense que c'est un flux financier qu'il y a eu. Et si, bien sûr, on n'a pas atteint l'objectif, évidemment qu'il n'y a pas seulement que la direction générale, il y a aussi l'administration au niveau des finances, qui doit aussi justifier d'un certain nombre de choses. D'accord. Donc pour vous, le feuilleton n'est pas encore fini? Non, ce n'est pas encore terminé. Ouais. Non, pas du tout. Parce que je pense que toute la chaîne de responsabilité sera mise à rude de contribution, que ce soit au plan financier, administratif. Et au plan financier, ce n'est pas que le DAF. Parce que le DAF, il n'émane pas du ministère des Sports à proprement dit. Il y a le ministère donc, des Finances également. Il faut aller regarder parce que c'est quand même 20 milliards qui ont été sortis des caisses de l'État de Côte d'Ivoire pour remettre à niveau ce stade-là. Et si les choses ne sont pas faites, il faut aller un peu plus haut pour que ce type de comportement, tout simplement, s'arrête dans notre pays, que les moyens soient mis à la disposition de ceux qui savent faire le travail pour que ça soit fait tout simplement. D'accord. Bon, de toute façon, on vous tiendra informé de la suite des événements. Allez, passons à autre chose. Cela fait 5 mois que la CAF a imposé des critères pour l'obtention de la licence des clubs pour la saison 2023-2024. Les clubs se sont-ils inscrits dans cette nouvelle donne imposée par la fêtière? Eh bien, on fait le point avec Eustache Niaba et Moon. En juin, les clubs ivoiriens et africains ont été informés de ce que la Confédération africaine de football impose désormais à tous les membres de ces associations une licence à partir de la saison 2023-2024. 4 mois après, où en est-on? Le mercredi 21 juin, le directeur exécutif de la Fédération ivoirienne de football a entamé une série de réunions avec des clubs des Ligues 1 et 2, de la Division 3 et de football féminin. À l'ordre du jour, information sur la nouvelle exigence de la CAF visant à promouvoir le développement et la professionnalisation du football africain. Selon Armand Gohourou, cette licence n'a pas été créée dans le but de pénaliser les clubs, mais pour favoriser une transformation nécessaire et rendre le football beaucoup plus séduisant dans chaque pays membre de la CAF et plus compétitif à l'international. Pour obtenir cette licence, les clubs professionnels devront satisfaire obligatoirement à 5 critères clés, à savoir l'aspect sportif, les infrastructures, l'administration liée au personnel, les dispositions juridiques et l'aspect financier. Concernant les infrastructures, chaque club devra disposer d'un terrain d'entraînement homologué ou avoir un contrat de bail pour les installations louées. Sur le plan sportif, ils devront obligatoirement avoir des équipes de jeunes et féminines en plus de leur équipe première. Sur l'aspect médical, chaque formation sportive devrait avoir un médecin et un kiné. Autre point important, les clubs ont obligation d'avoir des professionnels compétents pour gérer les aspects financiers, notamment un directeur financier possédant les qualifications requises. Sur le plan administratif, ils devront avoir obligatoirement un siège fonctionnel équipé de bureaux pour le secrétaire général, le directeur administratif et le directeur financier. Les salariés du club devront être payés par virement bancaire et être déclarés à la caisse de prévoyance sociale. L'entraîneur principal et son adjoint, pour ce qui concerne la Ligue 1, devront être titulaires d'une licence ACAF. Les clubs devront être aussi légalement constitués. Les présidents devront aussi remplir tous les critères en vigueur. La CAF exige aussi le respect scrupuleux des contrats de joueurs. 4 mois après, où en est-on? À en croire une note de la Confédération africaine de football, les clubs engagés dans les compétitions interclubs de la CAF 2023-2024 ont répondu favorablement à l'exigence d'avoir une équipe féminine. 56 des clubs engagés dans les compétitions interclubs ont désormais une équipe féminine dans leur structure. 44 des équipes engagées dans les compétitions interclubs ont un accord avec une équipe féminine. Il faut savoir que certains de ces clubs possédaient déjà une équipe féminine. C'est le cas du TP Mazembe,
le Zamalek SC, Al Ahly SC, le RS Berkane pour ne citer que cela. Parmi ceux qui ont conclu un accord avec une équipe féminine, on peut citer entre autres Orlando Pirates et Kaizer Chiefs, Espérance Sportive de Tunis et Niamba FC, USM Alger. Pour la CAF, c'est une fierté d'avoir fait adopter pleinement cette exigence de licence obligatoire. Le football africain est résolument tourné vers le développement. Alors, Patrick Guité et Oussou Israël, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui, au moment où on parle, que les clubs ont suivi les recommandations de la CAF ? Il faudra peut-être attendre le début de la saison, qui est le 7, octobre, pour voir quels sont les clubs qui respectent donc les nouvelles exigences donc de la CAF, pas de la FIFA, mais de la CAF. Moi, ce que j'ai pu entendre, c'est que les clubs lient un tout petit peu le respect de ce cahier de charges-là à la subvention que donnerait donc la Fédération ivoirienne de football qui est de 100 millions. Alors, je rappelle aux clubs que la Fédération vient en appoint. Les 100 millions sont en appoint aux clubs. Les clubs, en tout cas les responsables, qui ont décidé donc de créer des clubs pour offrir donc des emplois à certains Ivoiriens et des jeunes venant d'autres pays, doivent se prendre en charge tout simplement. Ils doivent aller chercher donc des ressources additionnelles. On ne peut pas lier donc le respect donc, de certaines exigences dont signature de contrat avec les joueurs, signature de contrat avec les différents responsables administratifs, que ce soit au niveau des médias, des finances, etc. On ne peut pas lier. Et aujourd'hui, on ne peut qu'emprunter le train du développement, parce que ceux qui n'emprunteront pas ce train-là, ils resteront à quai tout simplement. Oui, Israël ? Je pense qu'en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, il y a longtemps qu'on est dans la médiocrité. Et quand on a j'ai envie de fricoter longtemps avec cette médiocrité, c'est tout à fait normal qu'on ait aujourd'hui des difficultés face à de telles exigences. Et les responsabilités, pour moi, sont partagées tant chez les responsables des clubs, c'est-à-dire les présidents des clubs et autres, et les différents administrateurs de ces clubs, tant que la fédération qui, je pense que quand on a déjà constitué une ligue professionnelle, on doit respecter ce que c'est que le professionnalisme. Donc, on ne doit pas attendre d'avoir des exigences imposées par la CAF pour commencer déjà à mettre le bâton, la chicotte derrière les clubs. C'est difficile, c'est très difficile. Il y a des clubs ici qui ont, je ne veux pas citer de nom, mais qui ont montré l'exemple depuis longtemps. Et ça devait être suivi depuis par la fédération et par les autres clubs. Ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, c'est difficile. En 4 mois, je crois qu'il y a déjà une première liste qui est sortie. On n'a que 7 clubs. Oui. Qui ont pu respecter ce qui est demandé. Ça va être vraiment difficile. Moi, je ne me leurre pas, je pense que ça va être vraiment difficile. Et il va falloir continuer peut-être à mettre en cause cette pression-là pour que vraiment ces clubs-là puissent réussir vraiment à respecter ces exigences pour la licence CAF. Et vous pensez que l'obtention justement de cette licence CAF peut participer au développement du football, non pas ivoirien, mais même africain ? Absolument. Si on est professionnel... ça se développe tout simplement parce qu'on a les réflexes du professionnel. Les réflexes du professionnel, c'est d'avoir des éléments professionnels pour pouvoir évaluer donc, les différents acteurs donc, de ce secteur. Si on n'embrasse pas ce professionnalisme-là, ça sera compliqué de suivre tout le processus qui est déjà entamé depuis bien belle lurette par les autres continents, tout simplement. D'accord, très bien. Allez, on va marquer une toute petite pause. Dans quelques instants, on reviendra et on parlera des éléphantes de Côte d'Ivoire qui ont été malheureusement éliminées et qui ne participeront pas à la CAN 2024 au Maroc. On reviendra justement sur cette élimination. Donc, restez avec nous, on revient dans quelques instants. Nous sommes de retour sur le plateau de NCI Sport. Deuxième partie d'émission, on est toujours en compagnie de nos deux consultants, Patrick Guité et Oussou Israël. Et là, on va passer à une mauvaise nouvelle pour nos éléphantes footballeuses. Oui, l'équipe nationale féminine de football qui voit toujours rouge. Et pourtant, pour la double confrontation face à l'équipe de Tanzanie, les éléphantes étaient gonflées à bloc. Malheureusement, Clémentine Touré et ses filles ne verront pas la CAN 2024 au Maroc. Retour sur leur parcours dans ce doc réalisé par Eliane Tapé, Is Borisvet, Hervé Kiessé et Marco Seri. Depuis 2014, en Namibie, où elle a terminé sur le podium, l'équipe nationale féminine de football de Côte d'Ivoire n'a plus participé à une phase finale de CAN. 9 ans de disette après, l'occasion d'être au Maroc pour l'édition 2024 se présente pour Clémentine Touré et ses filles.
L'adversaire se nomme la Tanzanie. Lundi 18 septembre, les 21 internationales ivoiriennes convoquées pour la double confrontation face aux Twiga Stars sont connues. Apparu sur les réseaux sociaux, le mode de communication de la liste de Clémentine Touré est plutôt inhabituel. Et logiquement, ça fait jaser. Mais il y a bien une raison à cela. Ça fait un bon moment que nous sommes en préparation. Et c'est les mêmes joueuses que nous avons joué, disputé des matchs amicaux de gauche à droite qui sont encore là. Et puis nous étions sur place sur Yamoussoukro. On pouvait bien le faire, mais compte tenu du temps, on n'a pas pu le faire. C'est pour ça qu'on a publié directement la liste. Mardi 19 septembre, Yamoussoukro. Les éléphantes ont pris leur quartier dans la capitale politique ivoirienne pour se préparer dans la quiétude, loin des tintamars d'Abidjan. Une belle ambiance règne au sein du groupe. Pas de place pour le stress. Jeudi 21 septembre, c'est concentré et déterminé que les éléphantes se rendent au stade Charles Konan-Banny. Toujours, elle est prête, concentrée pour le match de demain. Ça chauffe même pas même. Conscientes de la tâche, elles sont parées à tout donner pour réussir la première moitié de la mission. Tout le monde nous le dit. Vous jouez bien, mais vous ne marquez pas. Et quand on ne marque pas, on encaisse derrière. Ce qui nous a prévalu l'élimination contre le Nigeria. Donc voilà, nous avons travaillé sur plusieurs aspects, mais le principal a été fait devant les buts. Et nous pensons vraiment avec le travail que nous avons pu faire, Dieu nous fera grâce. La victoire sera du côté de la Côte d'Ivoire, bien évidemment. Plus tard, place à la séance d'entraînement dont le déroulé est confié à Dieu. Vendredi 22 septembre, jour de match. Comme il est de coutume avant chaque rencontre, Clémentine Touré et son commando sacrifient à la marche aux abords de leur QG. C'est un moment convivial en tout. Consiste à prendre un peu l'air, prendre un peu... Ça consiste à prendre l'air, c'est dégourdir un peu les jambes, vu que depuis que nous sommes arrivés, nous sommes tout le temps à l'hôtel et tout ça. Si au sein des éléphantes, la mobilisation est totale, on ne peut pas en dire autant du côté de la population de Yamoussoukro. Moi, je ne sais pas que les éléphants jouent à Yamoussoukro aujourd'hui. C'est pas normal parce que c'est nous qui devons les soutenir. Si nous ne savons pas qu'ils jouent aujourd'hui, comment nous allons faire pour les soutenir? Quand les éléphants doivent jouer, on fait beaucoup de publicité. On annonce partout et aujourd'hui, moi-même, je suis surpris aussi parce que j'aime beaucoup les éléphantes. Et je peux dire que je suis fâché parce qu'ils n'ont pas fait comme... Il y a des jours où les éléphants jouent, où on met les drapeaux, on met les trucs. Et puis même si ce n'est pas lycée qu'il y a quelque chose qui se passe. En tout cas, je suis fâché. À l'évidence, la communication sur ce match Côte d'Ivoire-Tanzanie est loin d'avoir fait son effet. Qu'importe, Clémentine Touré et sa bande se doivent de faire un résultat à domicile. Mais troisième fois, c'est à cause du bon sifflet. Vous avez compris? Donc allez, fonce. Ces consignes finissent par payer. Frédéric Abrogwa puis Rebecca JS sur penalty parviennent à faire sauter le verrou tanzanien. Score final 2-0. La sélectionneuse de Côte d'Ivoire se satisfait du résultat acquis à l'Ali. Je voudrais féliciter mes filles pour leur engagement. Tout ce que nous leur avons demandé, elles l'ont appliqué. Même si par moments nous avons manqué des occasions, mais il y avait la volonté, il y avait l'envie et ça c'est important. Son adversaire, quant à lui, promet l'enfer aux Ivoiriennes à Dar es Salaam. Hier, je disais qu'on ne savait rien de la Côte d'Ivoire. Mais maintenant, aujourd'hui, après le match, il y a beaucoup de choses maintenant que nous savons de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, penalty, nous, à Dar es Salaam, on peut avoir 2 à 3 penalty et puis des buts. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'on va ramasser la vapeur.
Juste après, les éléphants prennent l'avion, direction la Tanzanie. Mardi 26 septembre, Tanzanie, jour de match. L'Azam Complex Stadium est plein à craquer. Dans une ambiance surchauffée, les Tanzaniennes font craquer la défense ivoirienne en l'espace de 2 minutes. 2 buts qui permettent aux Twiga Stars de refaire leur retard et d'accrocher la séance des tirs au but. Maladroites dans cet exercice, les filles de Clémentine Touré s'inclinent 4 tirs au but à 2. Pour la 4e édition consécutive, la Côte d'Ivoire ne sera pas à la CAN féminine Maroc 2024. Mais la rencontre terminée, les Tanzaniens se déchaînent. La délégation ivoirienne est témoin et victime de violences, de brutalité. Le directeur du comité exécutif de la FIF est même pris pour cible. N'importe quoi. Il explique cette situation dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Depuis la Tanzanie où nous sommes, on a cassé nos peines millénaires, on a embrassé ce qui est à mais je peux vous rassurer que tout va bien. Tout le monde est bien rentré à l'hôtel et on se prépare à l'aéroport. Donc tranquillisez-vous, nous rentrons bientôt et que vraiment Dieu nous garde. La CAF doit sévir. Le football africain n'a pas besoin d'une telle publicité. Bon, en tout cas, c'est bien dommage pour nos éléphantes qui ne verront pas cette CAN 2024 au Maroc. Alors, messieurs, rapidement, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a fait défaut, justement, à nos filles? Une efficacité, tout simplement. L'incapacité à pouvoir gérer la pression du public. Ici, à Yamoussoukro, on le dit, eh bien, les joueuses ont été quelque peu orphelines de leur public là-bas. Eh bien, le stade était plein, donc le supplément d'âme arrive tout simplement. Et puis, il y a des erreurs individuelles, comme le premier but sur l'erreur de la gardienne qui coupe un tout petit peu les jambes. Après, il faut se poser aussi des questions sur la préparation de ces filles-là. Mais bon, elles ont fait face à une bonne adversité tanzanienne. Voilà, la meilleure a gagné. Et puis, rapidement, pour dire que c'est inacceptable de voir encore ces types d'images-là en 2023. Alors, il faut que la CAF puisse réagir. C'est vrai que la CAF est très regardante sur la qualité des infrastructures, sur la qualité des pelouses, etc., etc. Mais il faut qu'on prenne des décisions et que ce type d'événement-là soit sanctionné, tout simplement. Oussou Israël, est-ce qu'il y a des regrets à avoir côté éléphante? Oui, beaucoup de regrets. Après, quand je regarde la gardienne de la Tanzanie la gardienne de la Côte d'Ivoire pour le match retour, c'est quand même dommage parce qu'on a ce problème-là depuis longtemps. On a un problème au niveau des gardiennes. C'est compliqué et ça date de longtemps, en fait. C'est un problème, malheureusement, qui n'est pas résolu. Il faut trouver le moyen de résoudre ce problème-là, de former des gardiennes au niveau des clubs déjà pour qu'on ait une gardienne d'équipe nationale assez forte. Parce que quand l'autre, j'ai envie de dire l'ancienne, qui pratiquement est à la retraite, Cynthia n'est pas dans les buts, on souffre. Et là, on voit l'erreur individuelle de la gardienne, c'est vraiment terrible d'être éliminé sur ce genre d'erreur. Absolument. Bon, en tout cas, beaucoup de courage à nos éléphantes et on espère que la prochaine fois sera la bonne. Allez, à l'occasion du match retour du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération entre la FAD et la formation de Soar de Guinée, NCI Sport a passé une journée avec Jacques Anouma, le président de la FAD, un sujet d'Yves Borisvet, Hervé Kiessé et Marco Seri. Après son départ de la Fédération ivoirienne de football, Jacques Anouma se consacre désormais à la construction de son club, la FAD. Cette saison, l'équipe est engagée en Coupe de la Confédération CAF. Victorieux au match aller 2-1 face à la formation guinéenne de Soar, les Afadistes sont à 90 minutes d'une qualification pour la phase de groupe de cette compétition. Comment l'ancien patron de verre de la maison de Trècheville va vivre cette rencontre? NCI Sport à ses côtés pour vous retransmettre ses émotions, ses temps forts, les coulisses et ses réactions durant la partie. Eh bien, on y va. Il faut rester zen, quoi. C'est un match de football. C'est vrai que tous les matchs ne se ressemblent pas, mais il est important qu'on considère que
Ce genre de match-là, on n'a fait qu'une seule mi-temps. Hein. Oui. Et là, c'est la deuxième mi-temps. Maintenant, il faut rester concentré. Ah, vraiment. Ah, ça va, toi? Ça dépend à la fin du match comment ça va aller. Oh, mais voilà des occasions comme ça. Tu es seul, tu jettes le ballon. Ils ne sont pas très dangereux, mais il faut faire attention. Ils sont très, très physiques. Et regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Il commet exactement les mêmes fautes à chaque match. Ils ont marqué 2 buts. En 5 minutes, je me suis levé là. Ouais. Non, tu es sérieux? Non, attends. Je me suis levé 5 minutes, président. Décevant. Décevant. C'est ce que je sentais. On voyait les buts arriver tellement les Guinéens avaient la maîtrise du jeu. C'est décevant, mais bon, on a encore une mi-temps pour rattraper ça. Hein, il va falloir marquer 1 but. Obligatoire pour pouvoir revenir au moins à niveau. Et puis après, bon, voilà, il faut marquer, faut marquer. Si on ne marque pas, on est mort. Ah, tout bien, tu vois. Resserrer. Resserrer. Isma, Osé, on est capable. On est capable. Lâchez rien. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. On lâche pas, les gars. Tobio, on lâche rien. C'est pas fini. Oh. Rentrez, comme tu dis, prenez des risques. Prenez des risques. Moi, je l'ai plus haut. Gardez le ballon, prenez des risques. On a joué derrière et puis on balance. On n'a pas les attaquants pour ça, on n'a pas la taille. On n'a pas la taille, on n'a pas risqué même. Voilà, on ne risque même pas. Je ne crois pas que ce soit un problème d'homme, c'est un problème de maîtrise de jeu. On a tellement reculé que ce qui devait arriver est arrivé. On a trop reculé. J'espère que le message du coach va passer. Il va encore tromper celui-là. Oh là là, oh là là. L'occasion que le mec là rate là, Idriss. Tu peux pas avoir une meilleure occasion que ça. Hein? Il n'y avait vraiment pas de meilleure occasion que ça. Non, tu peux pas, c'est même pas possible. C'est un cadeau royal, tu prends pas. Non, c'est-à-dire que je me demande si même si j'avais chaussé les crampons, j'aurais fait mieux. Hein. Bon, c'est cuit. Hein. C'est fini. C'est fini, bien sûr. Eh bien, c'est la fin du match. L'équipe de la FAD n'a pas pu s'imposer, vous décourager, déçu. Mais il va falloir continuer de travailler pour permettre à cette équipe, la prochaine fois, de pouvoir atteindre ses objectifs, se qualifier pour une phase de poule de la Ligue africaine des champions ou de la Coupe de la Confédération. On va passer maintenant à la Ligue des champions de la CAF. Après 5 ans d'absence, l'ASEC Mimosa retrouve la phase de poule de la Ligue des champions. À Bouaké, hier, dimanche, le club jaune et noir s'est imposé 2-1 face à Al Ahly Benghazi après un match âprement disputé. Alors, messieurs, on peut le dire, hein, l'ASEC a tremblé jusqu'au bout dans cette rencontre. Qu'est-ce qui a fait la différence dans ce match ? L'efficacité retrouvée d'un garçon que je suis depuis quelques temps quand même, Karidioula Mofossé. Ouais. Il a eu du mal à s'installer à l'ASEC parce que c'est une équipe qui est très difficile où pour s'installer, il faut être costaud dans la tête. Il s'est repris et il a
il a porté sur la tête cette rencontre-là en marquant en deux situations différentes, en tant que fin limier et puis en tant que capable de percuter, aller marquer. Donc oui, la SEC a peut-être retrouvé un brin d'efficacité, mais il va falloir travailler beaucoup plus parce que là, le niveau sera un peu plus important en phase de poule. Ouais. Alors justement, les 16 qualifiés pour la phase de poule sont connus. Un petit commentaire, aussi Israël, on les voit ici à l'écran. Est-ce qu'il y a des surprises pour vous? Non, je pense que c'est les mêmes. Hein. On retrouve Simba, Mamelodi Sandoz, Espérance de Tunis. Je pense que c'est les mêmes, c'est les habitués de la compétition. Après, ça va être difficile. Difficile pour une équipe comme la SEC qui revient maintenant dans la compétition. Face à des ténors comme ceux-là, ça va être vraiment difficile. Donc, c'est comme je rejoins Guité quand il dit qu'il va falloir que la SEC hausse le niveau, travaille beaucoup plus. Mais je pense que ce qui va aider encore plus la SEC, ce sera le niveau de notre championnat. Si on a un niveau de championnat bien élevé, avec vraiment de bonnes équipes pour cette saison, évidemment que la SEC fera bonne figure à cette compétition. Alors, Israël, moi je dis la vérité aux téléspectateurs. C'est vrai que pendant le Inside de la FAD, vous aviez l'air d'être un petit peu en souffrance, parce que vous disiez que ça vous rappelle aussi des choses. Et vous vous êtes retrouvés dans cette situation. Oui, oui. C'était en Algérie. En Algérie, avec le Sporting. Avec le Sporting, où on n'était pas mauvais, mais on a eu des difficultés avec l'arbitrage et autres. On a eu des difficultés. Après, on est revenu ici. C'était difficile pour nous. Difficile pour nous parce qu'il fallait juste faire un match nul pour cette équipe algérienne pour notamment se qualifier. C'était vraiment difficile. Donc, je revois un peu le discours du coach Rumaric. Je me revois encore en train de dire aux garçons comme Zouzoua, Sangaré et autres, ne lâchez rien, tout ça, voilà. Donc, ça m'a fait un peu de peine pour le coach. Après, c'est clair que quand on entend après ce que le président Anouma dit, c'est fort, ça m'a touché en fait, de voir que c'est... Après, derrière, si la FAD se qualifiait, là, on retrouvait, je crois, nos 4 places en Coupe africaine, donc c'est vraiment pénible pour moi. Oui, c'est dommage. C'est surtout ça et c'est vraiment dommage. Ouais. En tout cas, oui, effectivement, c'est dommage donc pour la FAD, mais félicitations donc à la SEC et on espère en tout cas qu'ils iront très très loin dans la compétition. Allez, on va marquer une nouvelle pause. Juste après la pub, il y aura NCI Sport News. On parlera du lancement de la Ligue 1 et on terminera avec un petit Thermopro. Donc restez avec nous, à tout de suite. Et de retour sur le plateau de NCI Sport, merci d'être aussi nombreux à nous suivre tous les lundis soirs de 20h30 à 21h30. On va entamer cette 3e et dernière partie d'émission avec les dernières informations. C'est NCI Sport News avec Armel Yao et Geoffroy Conan. Que s'est-il passé dans le monde du sport ici et ailleurs? Le point dans ce nouveau numéro de NCI Sport News. Cannes 2023, le Colocan de Yacro installé. Le COCAN 2023 avec à sa tête son premier responsable, le ministre François-Albert Amichia, a entamé jeudi la tournée d'installation des comités locaux. Le premier à être installé est celui de la ville de Yamoussoukro. Il est dirigé par Koulibaly Gando, préfet de région. Il entend tout mettre en œuvre pour mener à bien la mission qui lui a été assignée. Football, le RCA fait sa rentrée. Samedi a eu lieu à Yopougon la présentation officielle de l'effectif du Racing Club d'Abidjan pour la saison 2023-2024. À cette occasion, le président fondateur Cissé Souleymane a remercié toute la jeunesse de Yopougon et l'a exhorté à accompagner et soutenir les Lions. Ce fut également l'occasion pour les dirigeants du club de signer un partenariat avec un grand centre commercial de la commune. Boxe, Kone Adama conserve sa ceinture. Kone Adama, dit Rougeau, a battu samedi le Nigérian Jamio Animanchao alias de Black Bomba. C'était au centre sportif ivoiro-coréen d'Adjamé. Le boxeur ivoirien, dominateur, a contraint son adversaire à l'abandon au 4e round. Il conserve ainsi son titre de champion Wabou des poids super moyens qu'il défendait pour la première fois 18 mois après l'avoir décroché. Gymnastique, la Côte d'Ivoire et le Mali s'unissent. Les fédérations de gymnastique de la Côte d'Ivoire et du Mali ont signé récemment un partenariat à Abidjan. À travers cette collaboration, les deux pays vont partager leur expérience en matière de formation des athlètes et des officiels. Ce partenariat vise également la mutualisation des connaissances dans le domaine de l'organisation des compétitions internationales.
Basketball, la Côte d'Ivoire, 2e en Afrique. L'instance mondiale du basketball FIBA a publié il y a quelques jours le ranking des meilleures nations. La Côte d'Ivoire, qui était 5e au plan africain, occupe désormais la 2e place derrière le Soudan du Sud. Sur l'échiquier mondial, les éléphants passent de la 42e à la 33e meilleure. Et après les joutes internationales, eh bien, on revient aux affaires locales. La Lonassi Ligue 1 débute samedi. Mais avant l'ouverture de la saison, on s'imprègne des grandes articulations de l'exercice 2023-2024 dans ce doc réalisé par Antoine Mahon et Moon. Regardez. ASEC Mimosa Aziz Abangourou. C'est avec cette affiche que la Lonassi Ligue 1 rouvre ses portes samedi. 16 équipes sont sur la liste de départ. Nouvelle formule, plus de stades, des innovations pour un championnat attrayant. Le moins qu'on puisse dire, la Ligue professionnelle de football a mis les petits plats dans les grands pour une organisation parfaite de la compétition. Vendredi, nous sommes au siège de la Fédération ivoirienne de football. C'est ici, dans les bureaux de la Ligue professionnelle de football, que Salif Bictogo, son président, a accepté de dévoiler les grandes articulations de l'exercice 2023-2024. C'est une exclusivité NCI Sport. Avant d'aborder le sujet sur la saison 2023-2024 de la Ligue 1, le patron de la LPF est revenu sur le bilan de l'édition précédente. Un exercice interrompu après 30 journées, alors qu'il était prévu une seconde phase, les playoffs. Pour faire un bilan sommaire de la saison 2023 passée, il faut retenir que le champion, ça a été l'ASEC d'Abidjan. Le vainqueur de la Coupe nationale, ça a encore été l'ASEC d'Abidjan. Et on a eu 2 relégables, qui sont l'équipe de Bassam et du Bafing. Globalement, on peut dire que tout s'est bien passé, à part quelques couacs. Et avoir un regret pour ce qui est arrivé aux joueurs du Racing Club d'Abidjan. On a été meurtri à ce niveau, mais sinon, à part ça, je crois que tout s'est bien passé. Pour cette saison, 16 clubs en lice pour un championnat se disputera en aller et retour. Il y aura 30 journées, le champion sera au niveau de la 30e journée et les 2 relégables seront aussi de la 30e journée. Nous avons un championnat qui sera très serré parce qu'on organise aussi la CAN 2023 en 2024 et on doit arrêter toutes les compétitions un mois avant le début de la CAN. Donc on a fait en sorte pour terminer la phase aller le 15 décembre. En termes d'innovation, Salif Bictogo indique que l'institution qu'il préside va apporter du changement pour rendre la Ligue 1 plus attractive. Cette année, compte tenu du flottement qu'il y a eu l'année dernière, les Oscars sont revenus, donc ce sera bien mieux organisé, mieux encadré pour que cette année, les meilleurs soient récompensés à la dimension de leur activité qu'ils ont fournie sur le terrain. Et à tous les niveaux, je crois au niveau des joueurs, des arbitres, du corps arbitral et même de certains supporters. Vous verrez que cette année, la plupart de nos commissaires au match seront habillés en blazer avec le cuisson LPF. Donc ce sont des innovations que nous voulons apporter. Garant de l'impartialité au plan du jeu, les arbitres ont été sous le feu des critiques. Pour cette 74e édition du championnat national, le boss de la LPF donne des garanties. Aucune œuvre n'est parfaite, on essaie de l'améliorer au fur et à mesure. On a l'expérience de ce qui s'est passé au niveau du corps arbitral l'année passée. On va essayer de l'améliorer. On va dialoguer avec le président de la commission d'arbitrage. Et je crois que ce sont des dispositions que nous allons prendre afin qu'on ait un bon championnat. Le challenge du joueur de mois, une trouvaille de la LPF, n'est pas allé au terme de la saison. Bictogo justifie. Ce qui a manqué, c'est que vous savez que c'était l'inspiration de l'AFI. Et nous avons pris sur nous de le démarrer en attendant que l'AFI se mette en route. Je crois que ça a été chose faite avec une société de la place. Et comme le championnat tendait vers la fin, on n'a pas voulu faire de frustré. On a reculé pour pouvoir reprendre cette année avec l'AFI pour que dès le démarrage du championnat, ces joueurs du mois soient récompensés pendant toute la saison. Concernant les stades, 4 ont été retenus pour la compétition. Il s'agit du stade Robert Champroux, du parc des sports de Trècheville, du stade Biakaboda de Gagnoa et du stade municipal de Yamoussoukro.
Alors qu'elles étaient attendues, les infrastructures de la CAN n'ont pas été homologuées pour ce début de saison. Après la CAN, on va disposer de certains stades, ce qui nous permettra de faire répartir les équipes dans leur base. Le patron de la LPF assure que toutes les dispositions sont prises pour la bonne organisation de la compétition. Un championnat qu'il annonce très disputé. C'est un championnat qui est déjà engagé et toutes les équipes s'apprêtent. On sent déjà au niveau des états-majors que chacun ne veut pas être relégué. Tout le monde cherche à être champion, mais je crois que c'est un championnat qui va nous permettre de renouer avec le public. La Ligue est prête pour lancer son championnat. Rendez-vous samedi pour le début de la bataille pour le trône d'Ivoire. Bon ben voilà, donc on sait exactement comment ça va se passer cette saison 2023-2024. Merci à nos journalistes Antoine Mahon et Armel Yao. Alors, avec les forces en présence, messieurs, une simple question. Est-ce que la SEC Mimosa doit craindre pour son titre? Je pense que cette année, ça va être beaucoup plus disputé que la saison dernière parce que quand on voit déjà les recrues dans les autres équipes, on sent qu'il y a vraiment eu du boulot qui a été fait au niveau des différents recrutements. Donc on sent que les équipes seront beaucoup plus équilibrées. Donc ça va être beaucoup plus difficile pour la SEC. Quoique ça reste quand même la SEC avec beaucoup plus de moyens que les autres. Et on espère que, comme je l'ai dit, ça ne va pas être la SEC championne déjà à 3-4 journées. On aura vraiment un championnat vraiment disputé jusqu'au bout. Je pense que ce serait vraiment très bien aussi pour le football ivoirien. Alors, je n'ai pas très bien suivi l'élément, mais j'espère que la SEC ne va pas accumuler des matchs en retard parce que ça également, ça a joué pour ou contre, mais en tout cas, ça a beaucoup plus joué psychologiquement pour la SEC qui savait comment juguler donc, ces rencontres en retard. Ça va être compliqué puisqu'il va falloir enchaîner des matchs, on va dire 3 matchs en 10 jours. Donc, il va falloir avoir un banc assez profond, un effectif intéressant. La SEC également qui est engagée en Coupe d'Afrique, je ne sais pas à quelle période où ça va se jouer, mais en tout cas, ça va véritablement impacter également le niveau du championnat et ça pourrait, pourquoi pas, aider les concurrents tels que le Sporting Club de Gagnoa, le Stade d'Abidjan qui a fait un très bon recoupement, ou bien même le Racing Club d'Abidjan qui a de très grandes ambitions également dans cette compétition. Et pourquoi pas l'Asie d'Abengourou, mon cher Oussou Israël, puisque... Il joue l'Afrique, c'est ça Non. On joue juste le maintien, nous. Allez, on va voir le programme de cette première journée. Donc, samedi 7 octobre, à SEC Mimosa, Asie d'Abengourou, au Champrou. Le dimanche, vous aurez Sporting Club de Gagnoa face à la SOA, donc à Gagnoa. Boaké FC face au CO Korogo. Sol FC, Stade d'Abidjan. Stella Club, Zomo FC. Et puis, lundi 9 octobre, le FC Mouna face au FC San Pedro. Et puis, la FAD rencontrera l'AS Denguélé d'Odiéné. Voilà, allez, on est à quelques minutes de la fin de l'émission. Ça passe trop vite. Oh là 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 là. On va finir cette émission avec les performances des pros ivoiriens dans toutes les disciplines à travers le monde grâce à Alex Payne et Geoffroy Conan. Le lundi rime aussi avec le bulletin météo de nos pros. Le ciel est dégagé en Turquie. Wilfried Zaha en a tiré profit. L'attaquant de 30 ans a ouvert son compteur-but avec Galatasaray ce week-end. Il a contribué à la victoire de son équipe 2-1 face à Ankaragu. Une belle performance avant d'affronter Manchester United en Ligue des Champions ce mardi. Chris Bidia savoure la belle brise en Suisse. La star du Servette FC a délivré une passe décisive lors du duel face à Lausanne Sport, contribuant ainsi au succès in extremis des siens 2-1. C'est la deuxième offrande de la saison pour l'international ivoirien, qui pointe d'ailleurs en tête du classement des meilleurs buteurs de la Super League. En Autriche, il fait beau pour Bamba Mohamed. L'Ivoirien avance à la vitesse de l'éclair. L'attaquant de Wolfsberger brille de mille feux face à Lask. Il a inscrit son 5e but de la saison après 7 journées de championnat. Victoire 2-1, score final. Sale temps pour Sébastien Haller, dont le premier but en championnat se fait toujours attendre. Malgré la victoire 3-1 du Borussia contre Hoffenheim, l'attaquant des éléphants n'a pas trouvé le chemin des filets. 6 matchs de Bundesliga, toujours aucune réalisation. Le doute s'installe.
Enfin, du beau soleil pour Akeloba, Guiagon Parfait, Wilfried Kanga, Jean-Yves Kwasi ou encore Bayovakoun, tous buteurs avec leurs clubs respectifs. La CAN, c'est dans quelques mois, les pros sont au taquet. Et comme tous les lundis soirs, hein, bah oui, depuis le début de cette saison, eh bien, on va terminer avec vos tops et vos flops, pour ne pas dire vos taux-flots du week-end. On commence avec vous, Patrick Guité. Mes taux, je commence par Bayovakoun. On a terminé avec l'élément sur lui. Je salue donc son retour tout simplement en forme. Et puis, ouais, pourquoi pas, je fais un clin d'œil à Jean-Louis Gasset. Et puis, Wilfried Zaha, lui également qui refait son retour. Première titularisation et premier but avec Galatasaray. C'est à noter. C'est pour dire que le commando est en train de se former petit à petit. Et puis également, Jean Kwasi Evra qui est reparti, lui qui a quitté la Turquie pour la Chine. Donc, il retrouve également le chemin des... Il aime bien la Chine. Hein? Bah, absolument. Ça lui va bien. Il s'y sent très, très bien. Et donc, voilà, il enchaîne les buts. Il a son 6e but en championnat. Donc, voici mes 3 taux de ce week-end. D'accord. Et vous? Wilfried Sengo, parce qu'il reste costaud. Je l'ai vu face à Marseille. Reste costaud dans son évolution avec Monaco. Après, il y a deux autres joueurs qui ne sont pas des habitués de notre sélection nationale, mais clin d'œil aussi à notre sélectionneur. Il y a Lenny Yoro de Lille, très costaud, défenseur central, et Désiré Goué, de buteur avec Rennes. Donc, je pense que c'est des joueurs à suivre aussi pour l'avenir. Très bien. Oui, flop, non, rapidement? Flop, oui, Maxwell Cornet, qui n'a pas eu le temps de jeu, et également Adingra, Simon, qui a participé à quelques minutes de la rencontre face à Aston Villa, 6-1. Oui. Voilà, il a perdu lourdement. Donc, moi, je dirais, pour les flops, je dirais tous ces joueurs régulièrement appelés en équipe nationale qui n'arrivent pas à s'imposer dans le club, qui n'arrivent pas à être titulaires. À l'orée de cette CAN, on a besoin que rapidement ils retrouvent ces places de titulaires pour qu'on ait véritablement une équipe nationale forte. Ouais. Eh bien voilà, merci beaucoup messieurs, merci Patrick Guité, merci Oussou Israël, merci à vous, chers téléspectateurs, on espère que vous avez passé une belle soirée. Prochain rendez-vous, ce sera lundi prochain, d'ici là, passez une excellente semaine et on se quitte comme d'habitude avec la petite prolongation. Allez, bye bye. Je dirais le Félicia. La CAN. Les tacles défensifs. Parce que c'est mon domaine.